accrocher à leur téléphone, c'est leur dire, voilà, ces jeunes diplômés aussi, et continuez à vous cultiver. Continuez à vous cultiver sur les réseaux, continuez à vous cultiver sur YouTube. Et comprenez du savoir, elle est illimitée. Et comprenez aussi ce que vous utilisez. Il faut savoir ce que vous utilisez, comment les algorithmes fonctionnent. Dans la tech, on appelle ça le bêta test. Okay. Donc, on sélectionne un certain nombre de personnes, donc 50, 100, 200 personnes, et on les fait tester le site. Donc, ils vont dire « Ah, on aime ça, on n'aime pas ça ». C'est comme ça qu'on développe le produit petit à petit. À son niveau, vendre du produit, c'est pas vendre 2 produits contre 10 produits qui font que les 2 entreprises auraient une stratégie différente. Oui. Aujourd'hui, il est important de créer sa visibilité, et sa visibilité se crée au travers justement de ces jeunes ou de ces personnes qui... Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle émission Décrypte. Une émission aujourd'hui qui décrypte l'actualité du monde de l'entrepreneuriat à Djibouti. Nous sommes ici pour parler d'entreprise, nous sommes ici pour parler de création d'entreprise, de stratégie, de réussite, d'échec. Aujourd'hui, mon premier invité et ami, Monsieur Zoukari, qui se présentera tout à l'heure. Donc cette émission est dédiée, comme on dit, c'est une émission aujourd'hui qui va parler que d'entreprise et de l'entrepreneuriat. Merci Zouk d'être présent. Merci beaucoup, merci à toi, merci pour l'invitation. C'est moi qui te remercie. Donc première partie de Décrypte aujourd'hui, c'est parler du monde de la logistique vers la restauration, de la restauration vers l'assiette. Nous sommes d'abord des entrepreneurs avant d'être devenus des restaurateurs. Donc pour parler de mon parcours, moi j'ai été dans le monde de la logistique et aujourd'hui je me retrouve dans la restauration et je pense qu'aussi c'est aussi ton cas. C'est un peu le point commun, le plus gros point commun qu'on a ensemble. Je gère un restaurant et tu formes des restaurateurs, quelque chose que j'en ai besoin et que je pense que tous les restaurateurs à Djibouti en ont besoin. Avoir des employés un peu cadrés qui connaissent le domaine au lieu de les reformer à chaque fois. Donc voilà, donc première partie, c'est essayons de parler un peu de ce monde dans lequel nous évoluons. Exact. Qu'est-ce que la logistique dans la cuisine? Donc c'est un monde, enfin c'est aujourd'hui c'est une activité qui est en fait pleinement intégrée dans la cuisine. En fait, nous faisons de la logistique. Donc par expérience, quand je parle de logistique aujourd'hui, qui est le monde dans lequel j'ai évolué pendant 30 ans, c'est ce que nous faisons chaque jour. Qu'est-ce que la logistique dans la cuisine? Donc la logistique aujourd'hui, c'est l'approvisionnement, c'est les achats, c'est penser à acheter, pas acheter voilà un planning d'achat. C'est la partie stockage. La partie stockage, c'est après la distribution à l'intérieur de la restauration. Je pense que c'est ce que tu fais chaque jour. Ouais. Une fois distribué, c'est le dispatch, la découpe, la préparation à l'assiette. Donc c'est ce monde aujourd'hui qui est important, qui m'a fait intéresser à la restauration. Nous aimons la cuisine, tout le monde. Effectivement, comme tout le monde, mais nous aimons aussi la cuisine bien faite. Donc il y a cette expérience qui t'a emmené vers la restauration. Oui. Donc cette émission aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui t'a fait venir dans le monde de la restauration? Toi qui as fait. Du coup, qu'est-ce qui t'a emmené dans ce monde? Ok. Déjà, avant de même parler de moi-même, de parler de mon expérience, j'aimerais te remercier une deuxième fois pour la création qu'on a pu faire. Je pense que c'est quelque chose de nouveau à Djibouti, de permettre à des jeunes entrepreneurs de parler de leur expérience, de parler de leur cursus.
et de pouvoir t'accompagner aussi dans les prochains épisodes. Comme tu l'as dit, je suis développeur web. De base, je suis product owner, donc un PO. J'ai fait mes études en France et aussi en parallèle, j'ai eu quelques jobs étudiants dans la restauration. Et petit à petit, j'ai pu avancer, j'ai pu finir mes études. Quand je suis venu à Djibouti, je me suis dit, il y a quelque chose à faire dans la restauration. Et pendant cette période, il n'y avait pas encore énormément de restaurants. Quelle année? En 2024. Ça, c'était mes entreprises. J'ai commencé surtout l'entrepreneuriat à Djibouti dès que je suis arrivé. Mais avant ça, j'ai eu la chance d'entreprendre aussi en France. J'ai entrepris dans différents secteurs. Comme ça peut être les petits boulots, les petits boulots d'étudiants. C'est là où a démarré ton envie d'être entrepreneur. Exactement. La fibre de l'entrepreneuriat. Exactement. Je suis allé dans la vente. Je suis allé dans la vente dans différents secteurs, que ça soit physique ou que ça soit même dans le e-commerce. J'ai pu aussi lancer des applications qui n'ont pas marché. J'ai pu lancer des applications, je pense que beaucoup de Djiboutiens ont entendu, de WeMove, une application comme Uber qui n'a pas fonctionné. J'étais en France, mais j'ai pu la lancer à Djibouti. Donc j'ai commencé différentes choses, mais j'étais pas très focus parce que j'avais en parallèle mes études. Et surtout, j'avais eu la chance d'entreprendre dans la restauration, surtout de travailler dans la restauration, si je peux dire ça comme ça. Et quand je suis venu à Djibouti, pendant mes 3 premiers mois, je voyais que le secteur de la tech, chose qu'on va en parler après, n'était pas encore très développé. Les gens n'étaient pas encore très chevronnés, très focus sur tout ce qui était marketing ou site web. Ça a vraiment évolué les 2 dernières années ou l'année dernière, surtout en 2025. On a toujours, c'est quelque chose dont on ne parle pas assez. On ne parle pas assez du problème de visibilité. Oui. Donc, avant de concevoir les sites web, c'est bien, je veux dire, c'est bien dans la forme. Mais le fond, moi, je suis plus perplexe parce que nous souffrons d'un problème énorme de visibilité. C'est-à-dire, les entreprises déjà présentes doivent comprendre le pourquoi elles doivent rester visibles. Donc, pourquoi rester visible est un impératif, en fait. Oui. Donc, l'entrepreneuriat d'il y a 10 ans et l'entrepreneuriat d'aujourd'hui, l'approche elle est différente. Aujourd'hui, nous sommes plus dans du marketing, de la communication, et pour que Djibouti soit reconnu aussi, soit visible, il faut passer par les sites web, il faut passer par les référencements. Je pense que tu es d'accord avec moi. Je suis totalement d'accord. C'est que nos entreprises doivent absolument être visibles et mettre à jour le plus souvent possible leur site web. Pour un Djiboutien, en fait, un entrepreneur djiboutien, pour lui, être visible, c'est quoi? C'est juste faire quelques vidéos, être sur TikTok, les réseaux sociaux, mais il ne voit pas encore le potentiel d'avoir un site web ou avoir une application en fonction, ou certaines personnes qui veulent trop devancer le marché, ils se disent « Ah, je vais faire une application alors que leur business est trop petit ». Parce qu'une petite entreprise et une grande entreprise, tant qu'elle chacune à son niveau vend du produit, c'est pas vendre 2 produits contre 10 produits qui font que les 2 entreprises auraient une stratégie différente. Oui. Aujourd'hui, il est important de créer sa visibilité, et sa visibilité se crée au travers justement de ces jeunes ou de ces personnes qui justement proposent aujourd'hui des sites web de qualité, mais il y a tout un plan marketing derrière. Oui. Donc te faire connaître, c'est déjà une partie de ta force de vente qui est déjà appliquée sur le terrain. Donc habituer les gens à beaucoup plus créer, que ce soit sur Google, créer ta petite page, voilà, site web, un petit site de référencement, un petit landing page, mais juste bien référencé, exactement, bien visible, c'est-à-dire que quand on va chercher, on arrive à te trouver, on arrive à savoir qui tu es, ou même si c'est pas te situer surtout. Parce qu'on a du mal à te situer sur Google. C'est le point dont je voulais en parler. Même si la personne n'a pas de compétences à vouloir faire des sites web, elle peut totalement aller créer son compte My Business
et créer sa boutique sur Google My Business. C'est déjà quelque chose et les gens ils pourront te situer directement. Il n'y a pas besoin de grosses compétences pour créer un compte My Business sur Google pour être situé sur la map. C'est deux, trois questions que tout entrepreneur ou n'importe qui peut savoir pour créer. J'ai une autre question. Toi, du coup, concernant ton expérience, comment tu es rentré, comment tu en es arrivé à là? Il fut une époque où envoyer un colis était un vrai calvaire. Courir à la boîte aux lettres, attendre la collecte, attendre le tri, attendre l'arrivée du bateau, un second tri et enfin votre destin entre les mains de cet homme moustachu à l'autre bout du monde qui pourrait certainement se tromper d'adresse. Mais heureusement, aujourd'hui vous avez Vagabox. Allez directement sur vagabox.fr et prenez l'offre de votre choix pour expédier votre colis. Un envoi rapide, accessible en un clic et une transaction sécurisée via notre plateforme. On vous dit à très bientôt chez Vagabox. Moi, comme je le disais en introduction, je viens du monde de la logistique. 30 ans de logistique, c'est une passion. 30 ans de force commerciale aussi. Une expérience au Kenya m'a emmené justement juste durant la Covid, juste avant la période de Covid, j'ai eu cette volonté de vouloir créer un snack. Donc emmener un peu de notre pays, Djibouti, Comores, vers le Kenya, dans un pays très poussé au niveau de la compétition. Donc c'était un moyen pour moi c'était une volonté moi d'affronter surtout cette compétition et de créer quelque chose. Donc j'ai lancé un snack aux couleurs djiboutiennes, comoriennes et kenyanes. Et ça a été une très belle expérience pendant 2 ans. C'était avant Covid, mais malheureusement, il y a eu cette période Covid, donc qui a planté beaucoup d'entreprises. Oui. Mais c'était une expérience surtout. C'était une expérience où il fallait que je rentre dans ce domaine. Donc que je me teste et que je regarde ce que ça, en fait, comme un début d'expérience, qu'est-ce que ça pourrait m'apporter. Okay. Donc ça a été une belle expérience très enrichissante et que j'ai voulu maintenant, en revenant à Djibouti avec la famille, dupliquer dans un autre système qui est beaucoup plus là. Comment aider maintenant les restaurants, comment aider notre métier, cette industrie à pouvoir évoluer. Donc, et pouvoir évoluer, c'est quoi? C'est la qualité du service. Parce que c'est ce que nous vivons aujourd'hui. On ne peut exister que si nous avons un personnel de qualité. Ouais. Que si on comprend ce monde-là, dans quoi il veut évoluer. Donc, tu es dedans. Ouais. Je pense qu'on on en a parlé et pas assez parlé, on en parle à chaque fois. Qu'est-ce qu'on recherche dans la restauration aujourd'hui? Est-ce que c'est juste ouvrir des restaurants, ouvrir des snacks et ouvrir des hôtels? Ou c'est plus rechercher une qualité, c'est-à-dire donner une touche djiboutienne qui est celle de le savoir-faire. C'est quoi le savoir-faire djiboutien? Dans la restauration, le savoir-faire djiboutien, la chose la plus importante, c'est de savoir gérer, surtout dans la restauration, savoir gérer l'inventaire, l'achat des produits, quelle quantité il faut acheter, donc un peu aussi les prévisions. C'est des choses que beaucoup de restaurateurs, je pense qu'on n'en avait pas. Surtout moi, j'en avais un peu parce que j'ai été dans la restauration, mais on l'apprend ou on s'auto-forme petit à petit. Et excuse-moi de te couper, mais une des questions, sommes-nous assez formés? Je pense que pas assez. Mais je pense aussi que toi, tu peux répondre à la question. Tu l'as bien dit. Et le concept de DIHM aujourd'hui, le Djibouti Institute of Hospitality Management, est un concept qui veut répondre justement à cette demande criante du marché. Pourquoi avons-nous créé cet institut? Donc cet institut est là, en fait. Il est là pour justement soutenir le métier. Il est là pour soutenir l'industrie. On ne peut pas regarder justement cette industrie monter, parce que le nombre de restaurants, le nombre d'hôtels qu'il y avait il y a 10 ans, ce n'est plus le même nombre. Ouais.
Ça a En fait, drastiquement augmenté. Ça a drastiquement augmenté et on ne se rend pas compte assez et on se plaint à chaque fois du service. Ouais. Dès que tu entends parler des amis, des professions, etc., nous manquons énormément de services et de savoir-faire. Donc comment justement venir à bout de cette problématique qui est là? C'est l'idée qui nous a été la question qui nous a été posée. Voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour justement aider cette industrie? Donc on a créé cet institut. Donc cet institut est dédié aux professions, comme la tienne, comme celle des hôtels, etc. Ici, nous formons. Notre temps, c'est former, c'est donner de la qualité, c'est donner du temps, faire venir des formateurs étrangers, parce que c'est ce qui nous manque aussi. Cette qualité, elle viendra toujours de l'expérience étrangère, c'est-à-dire de la part de professionnels venant de l'extérieur qui viendront justement donner un nouveau souffle. Et ce souffle doit être soutenu par la profession. Ce souffle doit être soutenu aussi par les services publics. Donc nous travaillons en commun accord avec le ministère de l'Éducation, avec le ministère de l'Emploi, l'Agence de l'Emploi et les différents partenaires pour justement vous donner ces outils dont vous avez besoin. Aujourd'hui, tu as besoin, toi en tant que patron. Moi, j'ai. En tant que patron de restaurant, Oui. tu es derrière les fours. Des fois. Moi, je trouve que c'est pas ton rôle. Ton rôle, c'est de créer. Ton rôle, c'est de créer et justement avoir une équipe qui soit capable de gérer ton entreprise. Mais, Pendant que tu fais du VRP, que tu es dehors, tu fais du développement, ton équipe doit être là et pouvoir te supporter en tant que team. C'est vrai que la première année où j'ai développé Chaque-Pot, donc l'année dernière, déjà les 6 premiers mois où j'ai développé mon restaurant, c'était chez moi. Donc c'est moi-même, je ramenais les touches, je développais, j'améliorais les choses. Mais ça revient au point que tu disais, c'est que la dernière année où j'ai développé Chaque-Pot en étant en dehors de chez moi, c'est vrai que j'avais besoin d'une équipe qui était un peu plus professionnelle, qui connaissait un peu plus les choses. Ça m'aurait fait gagner énormément de temps. Malheureusement, non. Donc, ce que j'ai pu faire, c'est, en fait, on en avait parlé, je pense aussi, c'est que j'ai pris des gens qui étaient diplômés, mais dans un autre secteur, et on les a reformés. J'ai fait le travail. C'est de la reconversion. C'est de la En reconversion. fait, ce n'est pas le diplôme qui a fait que la personne était C'est sa motivation. cuisinière, mais c'est sa motivation qui a fait Son envie. de passer d'un master peut-être de gestion ou de C'était- comptabilité ou Ouais, de c'était des marketing, licences etc. surtout en logistique. En logistique, Et en comptabilité, mais ils sont passés dans un licence en logistique. Donc tu vois que ça parle. et ils se sont rapidement adaptés aussi. Ils se sont plus adaptés dans ce secteur, les gens qui étaient un peu plus diplômés dans le secteur logistique qu'une personne qui n'avait pas de diplôme. Et Excellent. il y avait aussi Avec plaisir. il y avait aussi un côté où c'était dur de communiquer avec des gens qui n'avaient pas les moyens ou qui n'avaient pas les moyens, mais avec qui on n'avait pas les moyens de leur expliquer comment ça marche. Pour eux, un restaurant, makahi, ça s'arrête à l'arrache. Du coup, pour eux, on fait à l'arrache et on balance. D'où aussi, on a essayé de réajuster beaucoup de choses. Aujourd'hui, chez Chaque-Pot, ça innove beaucoup. Je pense que C'est une des choses que je voulais te demander. Tu as des menus assez bizarres, mais je pense qui ont été réfléchis derrière. Chaque pot dopage, chaque pot en fait c'est une pâte. C'est ton wrap il est différent. Tu as une signature qui est différente. Oui. Donc j'aimerais que tu m'expliques ces deux menus Alors, en fait, assez spéciaux. aujourd'hui à Djibouti, quand on se dit la vérité, il y a 10 000 tacos. Il y a 10 000 restaurants de tacos. On peut pas les calculer. Moi, je me suis dit, bon, dans le domaine où où j'ai eu mes diplômes, c'était dans le développement informatique, mais aussi dans le marketing. Et constamment, il y avait quelque chose, c'était innover. Donc, j'ai voulu aussi innover un peu dans le domaine de la restauration, ne pas rester comme les autres. C'est pour ça que je me suis dit, bon, on va faire des tacos un peu rouges. Ça fait rouge, c'est Chaque-Pot, mais aussi un peu nouveau. Il y avait aussi le côté dopage. Donc, on dope le tacos, on dope son plat. C'est des choses qui n'existent pas à Djibouti et on essaie aussi d'améliorer différents points.
comme la livraison qui reste pas chère comparé à des plateformes de livraison, ou même l'initiale problématique qu'on veut régler, c'est le service. Ça revient toujours au même point. Je pense que c'est la problématique qui reste. Mais mis à part ça, nous sommes heureux. Je me jette pas des fleurs, mais je pense qu'on est bon niveau chaque pote, niveau alimentation, niveau nourriture. C'est un plaisir de pouvoir collaborer, sincèrement, avec toi, avec tous les restaurants de la place, avec les hôtels de la place. Au niveau, nous formons dans la réception, nous formons dans les services de chambre, housekeeping. On est complet en termes de formation. Okay. Donc merci en tout cas de nous faire confiance aujourd'hui et de nous supporter surtout parce que c'est une première, c'est un institut, c'est une première à Djibouti. Donc on ne demande que ça, c'est qu'il y ait une collaboration sincère entre nous entre les deux parties. Et qu'on recherche aussi cette qualité. Moi j'insiste et tu insistes aussi et je pense que tout le monde on est un peu dans la même philosophie. C'est insister pour que ce métier soit respecté. Moi, c'est ma première mission, vraiment sur laquelle je me suis penché, c'est respecter ce métier. Ce métier, le métier d'antan, la cuisine d'antan et la cuisine d'aujourd'hui, c'est des métiers qui payent. Aujourd'hui, un cuisinier formé et bien formé peut très bien gagner sa vie. Exactement. Sauf que on doit changer maintenant ces mentalités parce qu'on en a besoin. Le pays en a besoin. On a besoin de former. Et pourquoi pas aujourd'hui, 48 ans après d'indépendance, on doit pouvoir avoir les premiers chefs cuisiniers. Donc pourquoi on n'arrive pas à sortir un chef cuisinier, un très bon cuisinier qui connaît les plats surtout locaux, mais qui fait quelque chose de bon et quelque chose de exactement. C'est de la créativité. De beau et bon. C'est de la créativité. La cuisine, c'est de la créativité. Et moi, j'insiste à ce que nous ayons une cuisine djiboutienne. En soi, on ait une cuisine qui soit respectée et qui soit introduite surtout dans tous les menus des hôtels. Oui. Ce qui est important. C'est vrai qu'en France, on me disait c'était quoi la cuisine locale à Djibouti. Et on n'a vraiment pas de cuisine un peu locale à Djibouti. Qu'est-ce qu'on a? La street food, on parle de cuisine locale. La cuisine locale, elle t'emmène vers la street food, ce qu'on appelle la street food. On n'a pas, genre. Donc, si on dit le morbaza, ça reste un truc. C'est local. C'est yémi. C'est d'abord créé, d'accord, par le voisin, d'accord, le voisin yéménite. Peut-être on a développé ça, oui, implémenté. Et ça a été djiboutianisé. Oui. Donc, la plupart des menus dans le monde viennent toujours de pays limitrophes, etc. Donc, on se les est appropriés. Maintenant, ces menus qui existent à Djibouti, on peut les améliorer et changer, innover. Donc, donner une nouvelle touche à cette cuisine djiboutienne. Oui. L'introduire justement à qu'elle soit vulgarisée, dans les autres travailler ensemble avec les différents cuisiniers, les différentes professions pour que elles soient améliorées. Aujourd'hui, on veut manger ça. Donc on veut manger moins huileux, moins sucré, moins salé, etc. Donc ça nous permet aujourd'hui de pouvoir travailler ensemble et d'être créatifs sur tout ça. Donc c'est cette idée-là que nous sommes ensemble en train de développer. Donc ce côté-là est mis à part. Je pense qu'on en a parlé. Ouais. Maintenant, la partie high-tech. Je pense que tu es développeur aussi d'applications. Oui. Tu es un passionné d'applications. Tu passes tes nuits, tu es une vraie chauve-souris. Tu passes tes nuits à travailler derrière ta machine. Et tu as développé, il y a des produits qui ont fonctionné, des produits qui n'ont pas fonctionné. Mais aujourd'hui, tu es sur un produit que j'aime bien dans le concept, Vagabox. Que tu es en train de développer. Ça fait 3 ans quand même qu'on développe Vagabox. Hein. C'est pas, c'est un nouveau produit qu'on essaie de ramener dans le marché. Il y a certaines personnes qui ont essayé déjà il y a quelques années de faire ce système-là, qui n'a pas fonctionné. Pour parler de Vagabox, surtout, c'est une plateforme qui permet de mettre une personne qui voyage, qui a quelques kilos de disponibles dans sa valise, et qui veut les mettre en vente avec une personne qui veut envoyer un colis. Donc, c'est quelque chose de réinventé dans la logistique. Vu que tu étais dans le secteur, je pense que tu vois à peu près c'est quoi le concept.
Donc une personne lambda et j'ai eu cette idée en fait tout simplement quand j'étais en France. Ma mère voulait toujours m'envoyer des choses et il fallait toujours trouver cette personne qui envoie de la connaissance. Ouais, voilà, une connaissance. Quelqu'un qu'on connaît. Exactement. Alors qu'aujourd'hui, ce que tu es en train de créer, c'est une plateforme Une plateforme. où je m'inscris. Ta maman, elle se serait inscrite sur cette plateforme. Exact. D'accord, elle s'est inscrite, elle aurait donné une option, en fait, elle lance la recherche d'un départ, un transporteur. En fait, une personne qui voyage, Oui. qui est elle-même inscrite. En fait, l'idée, c'est pousser à ce que la plupart des Djiboutiens, la plupart de ceux qui vivent encore à Djibouti puissent s'inscrire sur cette plateforme. Dans le futur même. Un individu, ils ont un identifiant. Le jour où je pars, je m'inscris. Je suis en train de partir, je fais Djibouti-Paris, j'ai 10 kilos. Oui. Et là, ta maman aurait vu, elle aurait, en fait, je pense qu'il y aura un pop-up, un message qui arrivera chez tous les identifiants et qui va dire, tiens, colis disponible, Djibouti, Paris. La personne, elle a 5 kilos, 10 kilos. On est dans la phase finale du développement du produit et il y aura toutes ces fonctionnalités, donc la disponibilité, les pop-up, surtout des pop-up qui vont dire vérifiez bien les colis parce que j'en ai fait des meetings en France et la question qui revient tout le temps, qui revenait tout le temps et qui revient même à Djibouti, c'est la sécurité du colis ou la sécurité vis-à-vis de l'envoyeur qui perd pas son colis. Donc Ouais. les deux côtés. C'est pour ça a pris 3 ans quand même pour trouver tous les moyens de sécuriser tout ça. Donc on a rajouté des KYC, on a rajouté donc C'est quoi le KYC? Know Your Customer, ok? Donc, Know your customer. donc c'est en gros, on prend l'ID et on prend une photo de la personne et le robot il détecte automatiquement, si je vulgarise ça, le robot il détecte automatiquement si la personne appartient lui appartient à la carte d'identité. Donc c'est une sorte de validation de l'identifiant pour ne pas tomber sur un mafieux ou Une personne mal intentionnée. mal intentionné, voilà. C'est une des fonctionnalités, donc on en a rajouté et encore d'autres vont être rajoutées d'ici la phase finale du projet. Mais on a déjà commencé à développer Vagabox sur le terrain, donc les gens ils nous contactent sur WhatsApp et ils nous envoient les photos du colis et nous on essaye de trouver avec toute la base de données qu'on a quelqu'un qui voyage ou vice versa bien sûr. Donc c'est quelque chose de novateur et c'est quelque chose qui va permettre de révolutionner le monde de la logistique. Excellent. Moi, je pense que voilà, c'est pour rappeler un peu à nos auditeurs et à nos spectateurs que un projet, il n'est jamais à 100% prêt. 100%. Et si on l'a lancé, et si on le lance et qu'il est à 100% prêt, c'est qu'on est trop en retard. Exactement. Donc, moi, je dis toujours, et on en a parlé, c'est tu as eu le projet, tu as fait 30% du travail. Ouais. 50%, tu as commencé à travailler dessus, tu travailles sur les fonctionnalités. Exact. Être à 100% prêt en termes de fonctionnalités dans nos pays, moi je dis, c'est pas encore, c'est l'idéal, mais ce n'est pas le plus important quand tu lances un projet. Il y a toujours une phase de test et justement les premiers testeurs ce sont tes clients. Les clients ont besoin de voir une première phase. Tu as un retour de clients par rapport au premier test. Dans le monde de la tech, on appelle ça le bêta test. Ok. Mm. Donc on sélectionne un certain nombre de personnes, donc 50, 100, 200 personnes, et on les fait tester le site. Donc ils vont dire ah on aime ça, on n'aime pas ça. C'est comme ça qu'on développe le produit petit à petit. Donc on est encore même avant le bêta test, on est encore en bêta normal. Et petit à petit, on est en train d'avancer, de donner ça à un bêta test. Et aussi, comme on est sur le marché directement maintenant et qu'on répond aux clients, la demande des clients en général nous permet de rajouter certaines fonctionnalités encore dans le site. Je vais te poser une question sincère. Ouais. Est-ce que tu as peur par rapport au lancement? Bien sûr, tout le monde a peur. Quelles sont ces peurs qui te préoccupent aujourd'hui dans une phase de lancement d'un produit qui justement sera apprécié ou non apprécié? Donc qu'est-ce que tu ressens au fond? Avant de lancer chaque pote,
même mon premier projet qui a fonctionné, j'ai fait 15 projets qui ont tous échoué. Wow. 15 projets qui ont tous échoué. J'ai lancé aussi, pour ceux qui connaissent, donc WeMove. C'était une appli comme Uber qui permettait aux gens de se déplacer à Djibouti. Taxi et aujourd'hui il y a d'autres personnes qui essayent. Bon, aujourd'hui on a des produits, même si on en parlait, un des entrepreneurs de la place, je pense qu'il y a Sahal Ride. Et puis il y a une application qui est dédiée aussi pour les femmes. Maintenant. Il y a les femmes aussi qui ont leur propre service pour donc il y a aussi il y a un ami qui est en train de développer Kaval. C'est à peu près le même concept. Non, on cherche l'innovation. Franchement, on encourage tout le monde à s'y mettre. Et surtout, il faut pas lâcher parce que en général, c'est pas facile. Il y a déjà des personnes comme Raed qui sont revenues et qui ont échoué, mais essayez de vous adapter par rapport au marché, par rapport à la demande du marché et non pas par rapport au système que vous avez en tête. Ça, c'est quelque chose de très important. Exact. C'est-à-dire, il faut façonner le produit de telle sorte que les clients locaux soient satisfaits de ce produit. Exact. Et non pas de ce qu'on imaginait ou on a imaginé auparavant. C'est des choses qui sont primordiales. Oui, voilà. La question de l'adaptation est très très importante. Ça, c'est quelque chose que nous devons développer, continuer à développer. Et ne pas avoir peur de se lancer. C'est-à-dire cette peur, quand elle est figée, la peur quand elle est figée, elle te bloque dans tout. Mais une fois, je pense que tu as le courage, tu as pris le courage de te lancer et tu es prêt à en assumer le retour client. Oui. C'est un côté positif. L'entrepreneur, il doit tout le temps se réinventer. Parce que, de toute façon, si quelqu'un ne se lance pas, c'est que c'est un flemmard. Ok? Il n'a pas conçu son projet. Il n'a pas conçu son projet. Donc, au moins, il faut se lancer. Au moins, il faut se lancer. C'est le minimum. Comme ça, au moins, la personne à elle-même, elle va se dire, bon, j'ai pas réussi, et puis tant pis, au moins j'ai essayé. Ok? Mais il faut se lancer à 100%. Si elle y croit à 100%, ça peut durer des années. Mais le jour où ça va marcher, ça va être... C'est la joie. C'est en fait, tu ressens cette... C'est plus que de la joie, c'est quelque chose de... Tu ressens cette fierté en toi d'avoir accompli, ne serait-ce que tu as accompli quelque chose, même si c'est pas la réussite à 100%. Mais tu l'as accompli. Merci Zouk pour cette intervention. Mais une dernière chose, comment sens-tu l'évolution de la technologie à Djibouti, comparé à l'Afrique, ton expérience en tant que quand tu étais étudiant et aujourd'hui? Quel est ton ressenti dans le développement technologique à Djibouti? Ça a beaucoup évolué. Disons que ces 5 dernières années, ce qu'on entend le plus, c'est l'IA. Ok. Donc l'IA a affecté beaucoup de domaines, que ça soit le ghostwriter, ou ça soit le créateur de contenu, ou que ça soit aussi le développeur web. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'IA qui permettent à des gens de développer des sites. Ok. Mais le plus triste de tout ça, c'est qu'en fait, nous, Djiboutiens, comme on avait dit avant, on n'est pas trop axé sur les sites web, on est axé sur les contenus pour la visibilité des sociétés. Alors que dans les sites web, il y a vraiment quelque chose à se faire, il y a vraiment quelque chose à développer, que ça soit dans le développement pur ou le développement via l'IA. Le maximum à Djibouti pour développer un site web, d'après les personnes avec qui j'ai pu développer, donc on va dire les 75% des personnes, ça reste du WordPress. Pour ceux qui connaissent pas, WordPress, en quelque sorte, c'est un site pour développer des sites. Donc il n'y a pas de code, il n'y a pas de langage de code, il n'y a pas des choses techniques. Mais en parallèle, moi, parce que je suis branché encore avec des personnes dans le domaine du dev dans d'autres pays, beaucoup de choses sortent, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'updates. Même dans les langages ils s'améliorent parce qu'ils s'améliorent à travers l'IA aussi. Ok, comment programmer les langages à travers l'IA. Mais malheureusement, Djibouti, on n'est pas très axé sur ça. Que ça soit sur ça, que ça soit aussi
si c'est pas les sites web, le référencement sur Google, c'est pas quelque chose que les gens connaissent normalement. Ok. La majorité. Juste par rapport à ça, je pense que, pas je pense, mais c'est mon impression. C'est-à-dire, personnellement, je trouve que on n'a pas fini les phases. En fait, on n'a pas atteint les phases de plein développement dans les différentes thématiques. Mais on a parlé de site web. Est-ce que nous sommes rompus à l'exercice du site web? C'est-à-dire, on est en train de passer d'une phase à une autre. On est en train de subir en fait le développement de la tech qui vient surtout parce que ça vient surtout c'est vrai. Ça vient de l'étranger. Ouais. La technologie, elle vient toujours de l'étranger. On ne l'a pas créée. Mais le problème, c'est que oui, je vois. Les pays comme nous, qui sommes dépendants de la technologie, on n'a pas fini de développer un secteur qu'on se retrouve vite fait à engager dans une nouvelle ère maintenant qui est celle de l'IA et qu'il faut maintenant adapter à un secteur qui n'a pas fini d'être amélioré. Le problème, tu vois de quoi je parle. Le problème, tu es développeur, moi je suis, je suis dans la partie entrepreneuriale. Moi, je milite pour que nous soyons visibles. Et quand je dis visible, c'est-à-dire toutes les entreprises à Djibouti, de la plus petite jusqu'à la plus grande, il faut caser leur propre site web. C'est pas qu'une question de site web. Qu'ils aient leur site web pour avoir de la visibilité. Si je reviens sur le sujet de se développer dans un secteur comme par exemple l'IA, aujourd'hui dans les pays étrangers, ce qu'ils ont, c'est des outils. Par exemple, un créateur de contenu, il a des outils pour créer des contenus ou les planifier ou bien agencer ou bien modifier. Ok. Ces outils-là qui ont été développés du coup par des sociétés ont rajouté une fonctionnalité IA, quasi toutes. 99% de ces sociétés pour aller plus vite. Le problème, c'est que nous, les Djiboutiens, on va utiliser l'IA, mais on ne sait pas utiliser l'outil. Ou même, on ne connaît pas l'existence de l'outil. Donc, on fait beaucoup de copier-coller. On fait copier-coller, mais mal. Très mal. Voilà. Et nous ne sommes pas au niveau de l'IA. Nous n'avons pas encore la science de l'IA. C'est ça qui nous fait. Et ce qui est triste, c'est que beaucoup de pays africains, comme par exemple, le Maroc, la Côte d'Ivoire, la Tunisie, les pays du Maghreb, les grands pays aujourd'hui, les moteurs de l'Afrique, de l'Afrique du Sud, passant par le Nigeria, le Ghana, le Sénégal. Ils sont très avancés. Et en fait, les pays comme les États-Unis où l'IA se développe énormément, ou même la France, sous-traitent des personnes qui sont en Afrique. Mais ça, les gens, ils le savent pas. Soit ils sous-traitent des personnes qui sont en Afrique, soit ils sous-traitent des gens qui sont en Inde ou en Chine. Exactement. La Chine, ça commence aussi. Mais ils sous-traitent des personnes, surtout en Inde. Donc, il y a des personnalités, il y a des personnalités à prendre. Et il faut qu'il y ait des Djiboutiens et des Djiboutiennes qui s'y connaissent dans ce domaine et qui s'auto-forment ou qui se forment dans ce domaine pour faire avancer la tech à Djibouti. Chose que je recommande à tous les Djiboutiens, et c'est pas facile, mais un développeur en a besoin, et pas qu'un seul. Il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de développeurs, et dans le marketing, c'est pas juste la création de contenu. Il faut aussi savoir c'est quoi la data, analyser des chiffres, atteindre des objectifs, savoir c'est quoi les KPI. J'ai parlé avec beaucoup de sociétés, des grosses sociétés, qui ne savent même pas pourquoi ils font des contenus. Je suis d'accord. Parce qu'il y a des sociétés, ils vont te dire, c'est pour la visibilité. Ok, mais est-ce que tu veux convertir? Ou est-ce que tu veux de la notoriété? Ou est-ce que tu veux derrière que les gens achètent un produit spécial? Sur combien de temps tu veux faire ta campagne? Ça, ils ne le savent pas. Juste publier, créer des contenus, appeler 2-3 influenceurs, ils vont danser 2-3 minutes et c'est tout. D'où l'idée d'avoir créé aussi, je pense que une de tes agences est Click.com, qui est une agence de communication. ClickDJ.com, qui est une agence de communication surtout, qui accompagne aussi le secteur de l'entreprise. Il y a 1000 choses à faire dans le domaine de la tech que nous, Djiboutiens, on peut faire avec les outils qu'on a, même sur WhatsApp. Même sur WhatsApp, il y a des choses à faire que nous, on fait pas. Pas assez. Donc, et justement, cette acquisition du savoir,
elle ne vient pas seulement des instituts. C'est-à-dire aujourd'hui, on a des écoles de commerce, on a des écoles, des instituts aussi qui font de la formation. Moi, je pense qu'il nous manque surtout, au niveau national, c'est l'école du développement. C'est-à-dire une école, un institut qui ne soit approprié que pour la partie tech. C'est-à-dire comme aujourd'hui, on a en France, vous avez vu l'espace qui existe. En France, il y a l'espace créé par Xavier Niel, par exemple, qui a fait un super travail. L'école du 42, c'est énorme. Et aujourd'hui, ils sont dans des pays en Afrique comme au Madagascar ou même au Maghreb, au Maroc. Et même avant Xavier Niel, parce que Xavier Niel, il a créé des structures. C'est des lieux où les gens ils y allaient. Mais si on regarde l'exemple du site du Zéro, qu'on appelle Open Classrooms, c'est des vidéos que les gens ils peuvent se former dessus. C'est des vidéos où dans différents secteurs, pas que dans le dev, hein, que ça soit dans le marketing ou même dans la comptabilité et d'autres choses, les gens ils se forment dessus, ils peuvent se former, c'est gratuit. Mais ça malheureusement, on n'a pas besoin d'attendre qu'il y ait un institut qui vient et qui fasse les choses. Surtout dans le domaine du dev, on peut apprendre dans le domaine de la restauration. C'est à part, bien sûr, on a besoin parce que c'est quelque chose de palpable. Mais dans le domaine du dev, dans le domaine du marketing, tout est en ligne. Aujourd'hui, les sites, les sites web, comme, voilà, YouTube, etc., c'est des écoles. C'est des écoles ouvertes. C'est des écoles gratuites où les gens peuvent se former gratuitement. C'est le message qu'on fait passer aujourd'hui à la jeunesse qui sont toujours accrochés à leur téléphone. C'est leur dire, voilà, ces jeunes diplômés aussi, et continuez à vous cultiver. Continuez à vous cultiver sur les réseaux, continuez à vous cultiver sur YouTube. Et l'école du savoir, elle est illimitée. Et comprenez aussi ce que vous utilisez. Il faut savoir ce que vous utilisez, comment les algorithmes fonctionnent. Exact. Il n'y a pas de data à Djibouti. Non. On a du mal à produire de la data. Et l'IA ne peut exister. Elle ne sera utile que s'il y a de la data. Parce que on va faire des recherches avec ChatGPT ou ce qu'on veut. Tu vas lui demander une data, elle va te ramener une data d'il y a X années, s'il y en a. Sinon, elle va te donner des données fausses. Parce que l'IA donne des données fausses. Et ça, malheureusement, ils l'écrivent en dessous, oui, il faut faire attention et tout. Mais elle donne beaucoup de données fausses. En tout cas, merci. Merci beaucoup, Zoukari, d'être là. Merci à nos auditeurs. Décrypte aujourd'hui est une émission, je pense, qui va pouvoir répondre à des questions, répondre à beaucoup de questions, beaucoup de questionnements que vous soyez entrepreneur, que vous soyez jeune diplômé, que vous soyez dans telle ou telle sphère de l'entrepreneuriat à Djibouti. Aujourd'hui, vous voyez, on a un siège qui est là. C'est peut-être vous qui serez l'invité surprise de demain. Nous accueillons toutes les structures, nous accueillons toute forme de profession à Décrypte aujourd'hui. Il ne faut pas juste être axé sur la restauration ou Exactement. Nous sommes ouverts dans toute forme de discussion avec les professionnels, finance, etc. On accueille des jeunes même qui ont des projets, qui veulent se faire connaître. Nous sommes heureux en fait d'avoir créé cette émission. Donc aujourd'hui, comme on dit, nous sommes tous les deux à défendre le monde que nous connaissons. Demain, vous serez l'invité ici, qui participera avec nous, et c'est aussi un moment un moment convivial. Exact. C'est un moment où aussi on s'amuse. On prend du bon temps aussi autour de cette émission. Il y a quelque chose aussi à dire, c'est que c'est notre premier épisode. On est un peu... On pourrait juste. On aimerait surtout, voilà, on aimerait bien rigoler comme à chaque fois qu'on se rencontre. Et ça va venir petit à petit. Ça va venir avec les prochains. Je pense que les prochains invités seront beaucoup plus de contact avec nous. J'espère. Et en tout cas, on vous remercie. Si tu as un mot pour nos jeunes spectateurs, nos différents auditeurs. Je pense que j'aimerais que toi tu donnes le dernier mot. Tu as beaucoup plus d'expérience, tu as beaucoup plus de connaissances.
Moi, ce que je dirais, bienvenue à Decrypt et à nos prochaines émissions. Nous sommes aussi une émission aussi qui fait passer de la publicité. On a des encarts publicitaires. Vous vous abonnez à cette chaîne, vous vous abonnez à nos différentes émissions. Et on a aussi une phase dédiée aussi pour la publicité, faire passer aussi des messages. C'est pas juste une émission qui parle de profession, mais c'est aussi qui parle de ceux qui n'ont pas l'occasion de passer et qui veulent se faire connaître. Donc on fait aussi passer de la publicité, on vend des encarts publicitaires. Donc merci beaucoup et à la prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Et coupé. Comment ça va? La fin ou c'est bon?